Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. J'ai un invité, vous le constatez, Étienne Alexandre Beauregard, qui vient de publier Le schisme identitaire aux éditions Boréal et dont le lancement a lieu ici dans quelques minutes. Oui, merci de m'avoir prêté la librairie, Bruno. C'est vraiment très, très, très apprécié. C'est moi qui te remercie. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton livre. Mon livre, dans le fond, ça se veut une analyse des grandes tendances aujourd'hui en politique au Québec. Parce que c'est parti d'un constat assez personnel que la question de la souveraineté du fédéralisme, c'était plus exactement la question qui mobilisait les passions. Je pense que les gens à la maison vont s'en apercevoir. Quand on se chicane dans les soupers de famille aujourd'hui, c'est plus tant la question constitutionnelle que la question de l'identité. Vous savez, toutes les problématiques sur la laïcité, la langue française. On se chicane sur la laïcité? Ah oui, pas mal, non? OK. On se chicane sur l'immigration? C'est consensuel dans ta famille? Dans ma famille... Non, c'est correct. Moi, ce n'est pas dans la mienne, mais tant mieux pour toi. Chez vous, il y a de la chicane. Quand on se permet, moi, j'essaie de l'éviter parce que je débat assez dans ta vie professionnelle. C'est ça, j'ai pas besoin de ma famille pour débattre autour de la dinde de Noël. Mais jugerais-tu que la chicane est un bon signe? Moi, et tu remarqueras dans le livre, je ne prends pas position par rapport à ça. Moi, je pense que le débat est nécessaire, mais est-ce que c'est nécessaire que ce soit aussi polarisé que ça? À la rigueur, je m'en fous. Je fais seulement regarder les choses comme elles le sont, et puis je vois qu'il y a un niveau de polarisation qui est très, très, très important, au point où c'est assez difficile même de convaincre. En fait, je pense que c'est pratiquement impossible de convaincre aujourd'hui sur ces questions-là. Bon, as-tu déjà été capable de convaincre, tu penses? Plus. Et voici pourquoi. D'ailleurs, justement, c'est un peu comme ça que je commence le livre. Durant la Révolution tranquille, autant on n'était pas d'accord sur la manière de réaliser le projet québécois, autant il y avait un certain nationalisme, maître chez nous, qui était plutôt consensuel. C'est-à-dire que, René Lévesque disait, ce projet-là, cet État québécois, c'est impossible de le réaliser à l'intérieur du Canada. Il va finir corseté, il ne réussira pas à s'épanouir pleinement. Tandis qu'un Robert Bourassa, par exemple, disait, non, c'est possible, mais il va falloir changer le Canada un peu. L'accord de Jacques-Meade, c'est un peu le produit de ça. Mais il y avait une vision qui ralliait tous ces gens-là, qui faisait en sorte que les débats étaient un petit peu moins polarisés parce qu'on s'entendait sur la fin, mais pas sur les moyens. Et là, le désaccord, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sur la fin que sur les moyens. Ouais, tu notes une disparition de la notion de la nation, par exemple. Oui. Tout à fait, parce qu'à l'époque de la Révolution tranquille, justement, la nation, c'était consensuel. C'était de savoir comment est-ce qu'on allait l'incarner. Aujourd'hui, la nation, c'est son droit d'exister qui est remis en question. Il y en a qui disent que, c'est de l'exclusion, c'est de la fermeture. Ne crois-tu pas que le confort matériel dont nous jouissons maintenant est un handicap pour penser la nation? Et ne crois-tu pas aussi que la mondialisation, qui devait être heureuse, qu'on nous a proposée depuis au moins une génération, a dissous cette notion-là de la nation? Sur la question de la mondialisation, je pense que tu as raison, mais à savoir, est-ce que ça nous empêche de penser la nation aujourd'hui? Je n'en suis pas convaincu. Je dirais même que c'est l'inverse. Le confort? Je sais pas. Moi, par rapport au confort, je suis pas certain. Mais sur la question de la mondialisation, en fait, non, je pense que le confort, l'individualisme qui a promu, ça nous rend la nation d'autant plus nécessaire. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une espèce d'isolement aussi, puis pas juste au sens isolement très, très prosaïque, là, mais on se rend compte qu'au final, l'individualité, c'est peut-être pas assez. On a besoin d'autres choses pour féconder le lien social, pour faire en sorte que, même si on ne connaît pas notre voisin, on sait qu'on partage des choses avec lui. C'est un peu ça que la nation permet. J'ai l'impression qu'on va être appelé à en redécouvrir les bénéfices au fur et à mesure, justement, que la mondialisation va s'accélérer, puis que l'individualisme va s'accélérer aussi. Pour moi, la nation, c'est un antidote à tout ça, en permettant d'atteindre un juste équilibre entre les deux pôles. Je comprends. Évidemment, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais sur le plan personnel, il y a quelque chose qui m'intrigue. Oui. Tu as 21 ans. Je t'ai entendu dire que tu avais lu 125 livres pour écrire ce livre. Il y a plein de notes de bas de page là-dedans. Tu penses que j'invente ce que j'écris? Non, je n'ai jamais pensé. Non. Ça m'apparaît un ouvrage rigoureux, correspondant en tout point au canon habituel des essayistes, des essais qui sont faits dans les règles de l'art. J'imagine qu'il y a une abondante... Non, il n'y a pas une abondante bibliographie. Non, parce que c'est toutes les notes de bas de page. Vous avez choisi de mettre ça en notes de bas de page. Entre toi et moi, Bruno, c'est que les notes de bas de page étaient déjà faites. Là, après, l'éditeur m'a dit, tiens, tu pourrais faire une bibliographie, mais il faudrait que tu la fasses à la main. J'ai dit, non, ça demeurera des notes de bas de page parce qu'il y en a à peu près 500. Non, 400, je dis, en tout cas. D'accord. Je vais te poser une drôle de question.
Tu avais 11 ans lors du printemps 2012. Oui. Tu étais un enfant. Effectivement. C'est rare qu'on a un témoignage d'un enfant sur un événement comme celui-là. Ouais. Comment tu as vécu ça comme enfant? Ben, honnêtement, c'est poche à dire, là, mais j'ai pas été socialisé politiquement à travers ça. Mais moi, je suis la génération d'après. Je veux dire, moi, je voyais ça, je me creusais un petit peu à la tête. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font à revirer le Québec à l'envers? Mais t'as vu qu'ils reviraient le Québec à l'envers. Ben, on voyait bien les casseroles dehors, moi, j'étais pas Il y en a eu de la chicane dans ce temps-là. Oui, mais honnêtement, moi, c'est pas à travers ça que j'ai fait mon éveil politique. D'accord. Non, mais ça, c'est ben non, parce que je présume bien que t'avais 10 ans. Mais tu sais, c'est anticlimatique comme réponse. Je sais que t'aurais peut-être mieux aimé autre chose, mais c'est pas non. Honnêtement, tu vas voir que ma génération, ce qui va les avoir socialisés, ça va avoir été plus des trucs comme le Brexit, l'élection de Donald Trump, peut-être Greta Thunberg pour certains qui sont pas d'accord. Mais moi, comme je l'explique un peu dans le livre, mon éveil politique, c'est aussi fait par la littérature, la Révolution tranquille. Puis là, tu vois, c'est un libraire qui comprend et connaît le pouvoir des livres. Mais moi, ça a été les livres de René Lévesque, de Pierre Bourgault, chez vous, y avait-tu des livres? Ah, il y a des livres pas mal. Là, il y en a plus depuis que je me mets à en acheter, tu te doutes bien. Mais oui. Puis moi, mon père a quand même une pas pire bibliothèque souverainiste, donc c'est à travers ça que j'ai commencé. Une conscience politique, une conscience historique. On me l'a pas transmis sans que je la demande, mais du moment que je suis tombé dans la bibliothèque, c'est venu tout seul. D'accord. Donc, une bibliothèque, c'est nécessaire d'en subir l'influence très tôt pour que ça puisse donner du fruit, pour que ça puisse donner la possibilité de lire, d'écrire et éventuellement d'écrire des ouvrages. Ben, en tout cas, si on veut écrire son premier à 21 ans, je pense qu'il faut être tombé dedans tôt. Puis, tes pratiques de travail, ça ressemble à quoi? Je m'assois. Ouais. À quelle heure tu t'assois? C'est des questions triviales. À l'heure que j'ai le temps. Sérieux, là, moi, je suis pas un capricieux, là, dans le sens, du moment que j'ai le temps de m'asseoir dans mon lazy boy dans le sous-sol, là, avec le petite inclinaison, là, je m'assois, j'ai une feuille de notes à côté parce que moi, je n'écris pas dans mes livres. D'accord. Je note c'est le numéro de page, telle affaire qui est intéressant. Puis ce qui est avantageux, par contre, quand tu notes pas dans ton livre, c'est que tu peux avoir un calepin avec toutes tes notes et tous tes livres. Fait que là, après faire des liens entre tout ça, ça devient beaucoup plus facile. Fait que ça commence par la lecture, après ça, la prise de notes, après ça, c'est de monter un plan à partir des notes, puis là, je l'écris. Ah, c'est une bonne méthode. Il y a des critiques littéraires, inutile de nommer des noms ici, qui lisaient des grands auteurs comme Rimbaud ou Victor Hugo. Ils faisaient ça. Ils faisaient des prises de notes, mettons qu'ils traitaient d'un sujet, on va dire, la guerre, hein? Un sujet quand même qui est d'actualité, et ils regroupaient tous les textes qu'ils avaient réussi à prélever de ces auteurs-là étudiés, ayant pour terme la guerre. Et là, il faisait des liens. Comparait, oui, Victor Hugo a dit telle affaire sur la guerre, Rimbaud a dit telle affaire sur la guerre, Balzac a émis telle idée sur la guerre. Et là, il développait des points de comparaison ou des points de dissemblance entre ces diverses pensées-là. Alors, dans ton cas, est-ce que tu es allé voir, tu as reçu à la base une éducation nationale, hein, si on peut dire, dans le confort de la maison familiale. Est-ce que tu es allé lire aussi les opposants? Ah oui, mais je les cite abondamment d'ailleurs. Puis moi, contrairement à certains, je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement important de lire les opposants. Puis souvent, d'ailleurs, je m'adonne à l'exercice d'essayer de reconstruire leurs pensées. Puis ça, d'ailleurs, j'envoie une petite pique au côté rouge. Au côté rouge? C'est-à-dire au côté fédéraliste, multiculturaliste, etc. Il manque de grands auteurs. C'est poche, mais souvent, j'ai eu l'impression de devoir aller fouiller dans les vieux écrits de Pierre Trudeau pour être capable de trouver une pensée cohérente puis de la reconstruire à leur place. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi on va, par exemple, chez Renaud-Bré ou Archambault? Parce qu'ils sont dominants. C'est parce qu'ils sont dominants. Tu n'as pas besoin d'écrire quand tu gagnes déjà par défaut. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des brillants auteurs nationalistes au Québec aujourd'hui parce qu'ils doivent nager à rebours de la vague. Fait que ça te force à être plus brillant que les autres. Ça, je pense sincèrement. Non, mais c'est ça aussi parce que je serais bien en peine, je suis un libraire, je serais bien en peine de te nommer un intellectuel fédéraliste prédominant, dont les thèses m'ébranlent et dont les livres, on les retrouve dans les librairies. Et puis ta réponse, elle est tout à fait ça, c'est qu'ils gagnent la partie. Ils vont pas aller se badrer d'écrire des textes de toute façon que personne ne va lire. Hein, dans le cas des fédéralistes, étant donné que... C'est pas vrai. Il y aurait des gens pour les acheter. Moi, je les achèterais pour les critiquer après. Ouais, pour en faire des livres. Ben oui. D'accord. Mais c'est probant. On sent pas... Alors, il a fallu que tu rames à contre-courant. Il a fallu que tu lises des livres publiés il y a 60 ans, 70 ans, pour aller te constituer une bande d'adversaires. Oui, bon, c'est sûr qu'après, il y a certaines chroniques dans certains médias qui peuvent faire le travail aussi, mais quand même, c'est vraiment du travail de rapiessage puis de courte pointe presque pour te trouver un adversaire. Ouais. Mais j'essaye de pas tomber dans l'homme de paille, dans l'épouvantail, mais ils me forcent quand même à reconstituer leur pensée, donc
Des fois, je vais peut-être plus loin qu'il aurait souhaité. Ouais, ben t'élèves des tiges de papier dans ta bibliographie. Ben, il n'y a pas de vrai tigre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Mais ils n'ont pas l'air d'en souffrir, cependant. Ah non, ils vont très bien. Je veux dire, si on regarde, ils dominent quand même dans les médias, ils ont toutes les bonnes places à l'université. Ça semble aller rondement leurs affaires quand même. Ouais, puis ça, quel effet que ça te fait d'aller joindre une équipe qui est quand même fragilisée, amoindrie, parfois découragée, parfois en panne d'inspiration, ce qui est visiblement pas ton cas. Quel effet que ça te fait? Ben, comme tout jeune homme de 20 ans qui a vraiment l'avenir devant lui. Ben, moi, je suis pas en panne d'inspiration. J'ai beaucoup de bons amis qui publient des livres prochainement, des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine. Je pense à Pierre Berthelot qui a publié son livre sur Duplessis l'an dernier, qui est vraiment excellent. Je pense à mon ami Alexis Tétrault qui va publier son premier livre sur la Nation à la fin du mois de mars chez BLB. C'est tous des gens super brillants. Moi, j'ai pas l'impression d'être tout seul ou d'être avec des perdants ou des perdus. Non, pour moi, c'est clair, il y a une relève de la garde. Oui. Je la salue avec enthousiasme. Et je constate que de l'autre côté, comme tu disais, ils n'ont pas besoin d'avoir de jeunes penseurs, de jeunes francs-tireurs pour conserver leur position. Mais tu sais quoi, peut-être que le jour où on gagnera, il y en a qui se développeront de l'autre côté. Encore faudrait-il qu'on gagne, mais bon, il n'y a rien qui était possible. Et puis, la réception de ton livre, comment elle est? Comment on le juge, ton livre? Ben, la réception est encore très... embryonnaire. Embryonnaire, justement, parce que ça fait 2 jours qu'il est sorti. Oui. Mais, écoute, à date, les critiques sont très bonnes. Je veux dire, Richard Martineau m'a dit qu'il avait adoré le livre. Jérémy McEwen, dans la presse, qui n'est pas de mon bord politiquement, en plus, ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Il dit que non seulement j'ai raison en décrivant le dit schisme identitaire, mais aussi que mon livre, c'est le premier de quelqu'un dont on entendra parler longtemps. Là, j'ai pas la modeste en le disant, mais c'était vraiment ça. J'étais très content de le voir, surtout venant d'un adversaire. Et d'ailleurs, je confirme, parce que je suis déjà en train d'écrire le second. Et puis il va porter sur quoi le second, sans trop nous dévoiler? Le second, il va porter sur les rouges, sur les bleus, essentiellement sur certaines tendances que je décris là-dedans pour montrer qu'elles sont pas si nouvelles que ça, mais qu'elles s'enracinent dans notre histoire finalement. C'est un peu aussi la thèse de Pierre Berthelot avec son Duplessis aussi, hein, que... Oui, mais ça a été une inspiration pour moi. Par rapport à Legault, par exemple, qui juge d'une certaine manière une sorte d'héritier, hein. Lui, il dit plus de Lucien Bouchard que de Duplessis. Oui, c'est vrai. Mais oui, il y a des réflexions très intéressantes, Berthelot, dont je m'inspire. Il va être là tout à l'heure. Hein, oui, il va être là tout à l'heure. Je sais, je l'ai invité, il m'a dit aujourd'hui qu'il viendrait. On a fait une vidéo, lui et moi, d'une heure et demie sur son livre. Ah oui, dis-moi pas que tu me kidnappes pour 1h30. Non, t'inquiète, là, on va mettre fin à ça. Écoute. Et puis, tu es à Paris en ce moment. Oui. Comment tu vis ça, Paris? J'ai beaucoup de plaisir. Non seulement il n'y a presque plus de mesures sanitaires, ce qui est quand même assez génial, mais il y a des librairies à tous les coins de rue, des librairies usagées en plus, fait que ça coûte pas cher. Ouais. Puis plein de livres qu'on n'a pas accès ici, fait que c'est vraiment c'est une inspiration, puis ça permet vraiment de se replonger. J'ai l'impression des kiosques à journaux à tous les coins de rue, avec les journaux. Et des journaux plusieurs. Et des journaux de toute allégeance, des journaux de la terre entière. Là, tu as l'impression d'être au cœur du monde. Oui, mais je trouve que pour réfléchir, ça permet de faire ressortir l'universel de nos situations particulières aussi, de se comparer avec d'autres pays, puis de voir certaines lignes de convergence, certaines divergences. Ça permet d'avoir une réflexion plus riche, honnêtement, là, je pense que oui. Ouais, puis ils ont des corps d'armée intellectuels constitués. Hein, imagine du monde qui peuvent vivre de leurs livres. Oui, c'est déjà assez inimaginable. Et puis ils ont des corps d'armée d'intellectuels, et puis autant à gauche ou à droite, ils renouvellent, ils fourbissent leurs arguments, ils étoffent leur argumentaire. Non, ils sont... c'est beau de voir ça. Ah oui, c'est une inspiration. Là-dessus, moi je ne m'inspirais pas de la France surtout, mais sur leur vie intellectuelle, je reprendrais ça. Je veux dire, des émissions pour faire la promotion des livres, des auteurs qui sont capables de vivre de leurs livres. Puis juste une place qui est tellement accordée aux intellectuels, je pense qu'ils ont un débat plus riche pour cette raison. Est-ce que c'est possible qu'une jeune cohorte d'intellectuels qui redécouvent la France d'une certaine manière? Parce qu'au début des années 70, tu as eu beaucoup d'intellectuels québécois qui ont été formés à Paris, qui ont fait des doctorats à la Sorbonne. Et il y avait, je pense, au début des années 70, tu avais 5000 étudiants québécois à Paris. Et là, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Tu as des milliers de Français qui étudient au Québec, entre autres au HEC, entre autres à Concordia aussi, pour apprendre l'American Way of Life version Frenchie. Mais est-ce que tu as rencontré de tes compatriotes, de jeunes intellectuels comme ça qui vont aller se former en France? Je pense je connais beaucoup de gens, en tout cas, qui sont très intéressés par la vie intellectuelle française. Puis, c'est l'occasion de lui rendre hommage, mais je pense que quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté va avoir contribué à ça, justement, parce que autant il permet
à la France de découvrir le Québec à travers lui, autant il fait en sorte que des Québécois qui le suivaient vont avoir un intérêt à regarder à la France davantage, puis vont s'initier à tout ça. Je pense que là-dessus, c'est un lien formidable entre nos deux peuples. Oui, c'est observable aussi dans la classe moyenne. Moi, je suis allé à quelques reprises là, pour des raisons personnelles. Dans la classe moyenne? Moi, je sais en France. Oui, je sais même pas à quelle classe. Moi, honnêtement, moi, j'ai un milieu très, très, très modeste. Je serais censé d'être ce qu'on appelle un transclasse. J'aurais abandonné ma classe d'origine, mais ma nouvelle classe, j'ai l'impression que je suis dans les limbes. Dans le sens, non, sérieusement, regarder un libraire, c'est pas quelqu'un qui est riche. Bon, un libraire, là, c'est rare à moins que tu t'appelles Renaud Bré ou Archambault ou tu es un mania de la librairie. Oui, mais tu vends des instruments de cuisine puis tout, là. Oui, mais un libraire d'occasion ou d'ancien, veut pas, il vit modestement, on va dire. Sauf que, symboliquement, j'ai l'impression d'avoir atteint un autre niveau de classe. Tu comprends? J'ai plus l'impression d'appartenir à ma classe de base. Bon. Et donc, je prends souvent l'avion. Avec une compagnie aérienne québécoise bien connue. Et ce que j'observe, c'est que la classe moyenne française vient faire du skidoo en Abitibi et la classe moyenne québécoise va à Marseille rencontrer leurs amis français puis écouter Céline Dion puis Garou. Non, mais c'est étonnant de voir l'interpénétration culturelle entre deux classes qui avant ne se côtoyaient pas. Tu avais des intellectuels québécois qui allaient faire leurs études en France. Tu avais des intellectuels français qui venaient de temps à autre au Québec se taper un trip dans le Grand Nord. Mais là, il y a une sorte de... Tu sais, tu as des gens de la classe moyenne qui vont suivre la politique française avec presque autant d'intérêt qu'ils vont suivre la politique québécoise ou la politique américaine. Et ça, pour moi, c'est un phénomène nouveau. Ben, peut-être que ça démontre le retour du refoulé, parce qu'on est quand même le produit de cette grande nation qu'est la France, n'est-ce pas? Oui, et quand il y a eu les attentats multiples commis contre la France, les Québécois ont été touchés profondément. Ben, bien sûr, parce qu'on partage beaucoup aussi de leurs idéaux, de laïcité, de liberté. Donc c'est sûr que ça nous touche aussi quand c'est aussi politique comme attentat pour ce tragique. Et dirais-tu de fraternité aussi, suite à ce schisme identitaire, dirais-tu qu'il y aurait une possibilité de retrouver cette fraternité-là qu'on avait à la base, disons, entre nous? Mais on est un peuple tout à fait consensuel, la fraternité, on l'a, puis bien plus que les Français, mais peut-être qu'on l'a trop même, parce qu'il ne faut pas se priver de débattre non plus. Moi je suis sûr qu'il y en a, puis d'ailleurs c'était la réaction de M. Drainville que je salue amicalement. Oui, qu'on va mettre en note de bas d'écran. Qui disait, mais c'est dommage, parce que les Québécois, ils n'aiment pas ça, la chicane. Il a raison, sauf que sur des enjeux aussi fondamentaux que le droit pour la nation québécoise d'exister, s'il faut chicaner pour défendre ça, moi je suis prêt à me chicaner 24 heures sur 24. Ben écoute, on ne chicanera pas toi puis moi. Non! Je te remercie infiniment. Merci Bruno. Alors, voilà, je vous remercie d'être avec moi et, naturellement, je vous recommande le livre. Je vais le lire, je vais vous en reparler dans les prochains jours. Merci, bonne journée à tous.